Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Jean-Paul Cyr. Monsieur Cyr vient nous parler de son implication auprès de l'organisation des Amis de la Sainte-Camille en santé mentale en Afrique. Alors, on va entendre parler vraiment de comment ça se passe en Afrique du côté santé mentale. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de la vie de Hélène Keller. Notre collaborateur en début de deuxième demi, Carl Boulian, vient nous présenter sa deuxième partie sur l'épuisement professionnel, le burn-out finalement. Donc tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Radio Elvis et la chanson s'intitule « Les moissons ». Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez au boulot, dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'accueille maintenant mon invité qui est Jean-Paul Cyr. Bonjour, Monsieur Cyr. Et bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On va parler ensemble des Amis de la Sainte-Camille, une organisation dans laquelle vous vous impliquez depuis longtemps. On veut tout savoir. En fait, c'est pas la première fois qu'on se parle, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé que je pense que ça vaut la peine de dire un peu où est-ce qu'on en est. D'abord, qu'est-ce que c'est les Amis de la Sainte-Camille? Alors, les Amis de la Sainte-Camille, c'est à partir, au fond, d'une organisation africaine qui s'appelle Association Sainte-Camille de l'Hélice, mais qui, au fond, étant un peu trop long, on appelle la Sainte-Camille. Alors, nous sommes devenus les amis de cette Sainte-Camille-là. Et cette organisation africaine est active surtout, ben pas surtout, mais uniquement en fonction de donner des services, en fonction des gens atteints par des problèmes de santé, problèmes de maladie mentale. En Afrique? En Afrique. Oui, puis pourquoi vous êtes d'ici? Comment c'est arrivé? Ou pourquoi vous vous êtes intéressé à cette organisation-là? Au fond, c'est simple. Je suis à la retraite et puis après un an de retraite, à peu près comme tout retraité, je cherchais un bénévolat qui puisse m'interpeller, me stimuler. J'avais déjà vécu pendant 2 ans en Afrique lorsque j'avais 25 ans. Alors, c'est plus une ex-patronne, au fond, de mon milieu de travail qui savait très bien ce parcours qui était le mien, qui m'a parlé de cette histoire. Je regarde, me demandant si je connaissais cette histoire, au fond, concernant, je regarde la façon ancestrale qu'on comprend les maladies mentales en Afrique. Et puis, au fond, c'est simple, là, j'en résume bien rapidement, c'est que les gens croient que c'est de l'ordre de la sorcellerie, que c'est un démon qui vient habiter quelqu'un soudainement. On en a peur, on se tient à distance, et même que devant ces comportements étranges et parfois bizarres et même parfois agressifs, on va l'attacher, l'enchaîner, etc., et le mettre à l'écart pour s'en protéger, et le protéger aussi qu'il puisse aller à gauche et à droite et n'importe où. Et non, je ne connaissais pas ça du tout. Alors, j'étais intrigué, et c'est comme ça que j'étais sensibilisé à cette situation-là. Et comme c'était l'Afrique, je dis, je suis curieux de cette histoire. Surtout que vous avez vécu là, fait que j'imagine que ça marque vivre en Afrique. On reste pas insensible. Non, tout à fait. J'avais connu un séjour que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis resté un amoureux de l'Afrique, comme à peu près tous les gens qui vont en Afrique, d'ailleurs. Et puis, voilà. Alors, il est arrivé que le fondateur de la Sainte-Camille, qui est Grégoire Angbonon, qui est un Béninois, quelqu'un du Bénin, est venu ici au Québec. Alors, je suis allé à une de ses conférences, de ses causeries, et j'ai été impressionné par les valeurs qui étaient les siennes, qui me rejoignaient profondément. Et c'est comme ça que je me suis engagé comme bénévole il y a maintenant 10 ans. Oui. Et puis que je suis devenu dirigeant de cette organisation-là pour en faire une organisation maintenant structurée, ONG reconnue par Corporation Canada, etc., tout le tralala, avec reçu d'impôts qu'on émet pour les dons. Mais au fond, on cherche à aller chercher ici des ressources tout simplement pour permettre la maintenance des services et le développement des services de notre partenaire africain. Oui. Alors, est-ce que ça devient décourageant à un certain moment? Parce qu'on part de loin, dans le fond. Si on dit que la santé mentale ici est tabou et c'est qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir dans les secteurs de la santé mentale, là-bas, on parle d'un autre monde. Là. Ben oui, c'est un autre monde. Vous avez raison à ce moment-là. Maintenant, découragement, non, je ne vis pas de découragement parce que je vois aussi le développement des services, je vois aussi le progrès. Sur notre site web, il est écrit en petit misère, c'est la misère de fait, mais en gros espoir. Et pour moi, l'espoir, c'est ce que j'appelle la solution Sainte-Camille. Alors, apporter notre aide à cette Sainte-Camille, ben, c'est permettre le développement des services et c'est assez étonnant tout ce qui se passe depuis que ce que j'ai pu voir, moi, comme petit et grand miracle, j'ai envie de dire, depuis 10 ans là-bas. Alors, j'y vais à chaque année, d'ailleurs, j'y
j'irai encore cette année, et puis pour constater les choses. Alors, nous soutenons des projets, et je parle régulièrement à Grégoire presque à chaque semaine, et c'est devenu un ami, et il y a une alliance qui s'est construite en fonction, je regarde, d'apporter des ressources pour le développement des services. Il y a une douceur, puis il y a une tendresse chez Grégoire qu'on sent. Oui. On l'avait déjà reçu en studio il y a quelques années. On l'a vu à la télévision lors d'un reportage aussi à Radio-Canada. Oui. Il est aimant. On sent qu'il fait ça pour les bonnes raisons, puis on sent qu'il, lui non plus, se décourage pas. Je pense c'est une espèce de moteur. C'est encourageant peut-être justement de se joindre à ce mouvement-là. Tout à fait, tout à fait. Côtoyer cet homme, pour moi, je regarde ce moment-là dans ma vie, c'est un événement très heureux de bien des façons. Mais parlons juste un peu de l'homme. Vous avez raison, c'est un homme fort, un grand croyant. Sa foi lui permet, entre autres, d'avoir cet espoir constant et cet élan, ce courage constant d'aller rencontrer les défis qui sont les siens. Et même, je m'amuse à l'occasion de l'appeler Père Teresa, à ce moment-là. Et puis, mais c'est un homme dévoué complètement à cette cause, je veux dire, à l'année longue, sans vacances, et pas de semaine, pas de congé non plus. Et c'est sa femme qui s'occupe beaucoup de la famille, et puis Léontine, et puis Grégoire qui est très actif, patrouiller, l'Afrique de l'Ouest surtout, actif. Maintenant, actuellement, il y a des services installés dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ensemble du Bénin, un peu aussi au Burkina Faso, et actuellement des développements importants qui se font au Togo. Oui. Alors, c'est là actuellement que la Saint-Camille se développe et même que la Saint-Camille est appelée à aller ailleurs dans les pays voisins. C'est le manque de ressources financières et humaines qui fait que jusqu'à maintenant, on n'est pas rendu là, que la Saint-Camille n'est pas rendue là. Est-ce qu'on peut mobiliser les gens sur place? Est-ce que ça change les mentalités? Comment ça se passe en Afrique quand vous y allez régulièrement? Donc, tout à fait. Quand je pense un peu au Bénin, quand on parle je parlais de cette idée d'enchaîner ou d'attacher les gens, etc. Quand les gens sont atteints par des troubles de santé, des troubles de maladie mentale, eh bien maintenant au Bénin, on ne rencontre plus ça. Parce qu'au Bénin, il y a 4 centres d'hébergement pour les cas les plus lourds qui appartiennent à la Saint-Camille comme telle, mais 26 centres aussi qu'on appelle de relais, qui sont tout simplement des dispensaires déjà existants, où l'infirmière qui est là a accepté d'avoir de la formation de la part de la Saint-Camille par le biais de psychiatres français et aussi du Québec ici, qui donnent de la formation, ce qui fait qu'il y a une espèce de toile qui couvre l'ensemble de ce pays-là maintenant, et les gens amènent maintenant leurs malades, ou la société civile que j'appelle, ça peut être les gendarmes qui ramassent des gens dans la rue, ça peut être les sapeurs-pompiers, etc. Ils sont plus sensibilisés. Tout à fait. Et là, maintenant, il est rare, très rare maintenant de rencontrer une situation d'enchaînement au Bénin. Et ça illustre bien à ce moment-là, ce que la Saint-Camille apporte, et c'est ce qui est en train de se développer actuellement au Togo. Ça prend de la démystification, ça prend de l'information, enlever peut-être les préjugés, faire tomber les tabous, c'est ça? Là, tout à fait. Et Grégoire est très actif là-dessus, que ce soit à travers la radio béninoise, la télévision béninoise, à travers des conférences qu'il donne à gauche, à droite, à travers des rencontres dans les paroisses, des rencontres, tout venant, quoi, finalement, pour sensibiliser les gens. Il fait des marches aussi avec les malades, avec les patients soignés à travers les rues, pour démystifier, pour que les gens voient bien que ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde, qui, une fois soignés, sont capables maintenant de tout simplement d'occuper des fonctions. Et même que dans les centres, actuellement, la majorité des centres, que ce soit du directeur jusqu'à tout dernier, ce sont d'ex-patients soignés et très souvent encore médicamentés, et qui, à ce moment-là, assurent les services, les fonctions de ces centres qui fonctionnent bien. C'est ça que j'allais vous demander, en fait, parce que je me disais, dès que des personnes qui ont vécu des problèmes de santé mentale deviendront des intervenants, donc des pères aidants, jusqu'à un certain point, comme on parle ici, c'est là que ça va se transformer, la société. Là. Tout à fait. Ça devient des modèles, d'abord, pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas été soignés. Ils voient bien que c'est possible, au fond, de retrouver la santé, de retrouver aussi la dignité. Hein. Ça, c'est des éléments importants, très présents chez la Saint-Camille, retrouver la dignité humaine aussi. Et Grégoire et son équipe voient beaucoup à ce que les gens
gens puissent retrouver des responsabilités, ne serait-ce que de retourner déjà à ce qu'ils faisaient avant, je regarde, de la maladie. Grégoire et son équipe demandent fréquemment aux gens, avant d'être malade, qu'est-ce que tu faisais? Et puis, à la fin du traitement, c'est vers ça qu'on oriente la personne à retourner aux fonctions qui étaient les siennes. Ça peut être tout simplement une maman qui reprend son rôle de maman auprès de ses enfants, etc. Mais ça peut être aussi, je regarde, des fonctionnaires, ça peut être des étudiants qui retournent aux études, etc. Mais oui, c'est des éléments majeurs à la Saint-Camille. Et les pourcentages sont les mêmes partout dans le monde. Si on dit une personne sur 5 sera peut-être touchée dans sa vie par les problèmes de santé mentale, peu importe les classes sociales, les origines, la santé mentale, c'est comme ça. Tout à fait. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce qu'elle convient, c'est que la proportion, je regarde, de gens qui sont atteints par soit la schizophrénie, dépression, bipolarité, peu importe les maladies, les troubles anxieux ou autres, est tout à fait semblable d'un pays à l'autre, avec des différences un peu en fonction des cultures. On le sait qu'on est dans une société où le stress est très grand. Ouais. Et alors, on a davantage de situations, je regarde, de ce type-là qu'on trouve maintenant dans nos sociétés. Moins un peu en Afrique, mais il reste quand même que oui, ça atteint l'ensemble des populations de notre planète. Monsieur Cyr, donc vous qui y allez quand même régulièrement, au moins chaque année, qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que nous, les gens qui s'occupent de santé mentale ici, qui en parlons, qui voulons démystifier tout ça, qu'est-ce qu'on peut peut-être aller chercher comme expérience? Parce qu'on a tout le monde quelque chose à apprendre de l'autre, là, dans le fond. Comment vous voyez ça après 10 ans? Là, Bien, c'est bien certain, quand je vois un peu le fonctionnement des centres là-bas et par rapport à nos services ici, il y a toute cette idée à ce moment-là des pères aidants que vous disiez tantôt. Celle de dire que les gens reprennent des fonctions qu'ils avaient auparavant, qu'ils deviennent des modèles. Et puis, dans les centres, c'est une vie communautaire. On ne connaît pas ça, l'isolement. On ne connaît pas ça, retirer quelqu'un par rapport à une crise ou l'autre. Il arrive des moments de crise. Il y a des intervenants qui sont là, qui sont tous des gens qui ont passé par là, qui vont intervenir physiquement pour calmer la personne. Au besoin, ça pourra être à ce moment-là, une injection pour la calmer, et après ça, on récupère la personne, on la reprend comme telle à ce moment-là, le cours de sa vie, le cours de son traitement, etc. Alors, c'est des façons tout à fait différentes d'aujourd'hui, de celles qu'on rencontre ici, qu'on trouve là-bas. Et les psychiatres, je ne suis pas du monde de la psychiatrie, c'est pas l'expérience professionnelle qui était la mienne, mais je sais que des psychiatres me parlent beaucoup de ces différences qui font que c'est assez étonnant ce qui se passe là-bas. Il y a quelque chose, c'est certain qu'il y a quelque chose à aller chercher. Peut-être qu'on peut les aider par certaines façons qu'on fait, mais on peut certainement s'inspirer, entre autres, de rester, de garder les personnes dans la société, de les intégrer, de les inclure, en fait. Tout à fait. Je regarde, au lieu de les payer avec une location quelconque, puis à rien faire ou faire peu de choses, ou encore des petites occupations, si on peut aider, je regarde, nos gens qui ont ces maladies à retrouver une fonction dans la société, à ce qu'ils puissent retrouver une valeur, tout simplement comme telle, ça change tout. Oui. Monsieur Cyr, comment on peut trouver les informations sur les Amis de la Sainte-Camille? Sainte-Camille, d'abord, c'est masculin, S-A-I-N-T, Camille, C-A-M-I-L-L-E. C'est un Saint-Homme, semble-t-il. Un Saint-Camille. Oui, c'est ça. Comment on peut trouver, puis comment on peut soit s'impliquer ou donner, parce que vous êtes toujours en recherche de financement en tout temps, ou en recherche même de dons, j'imagine, de plusieurs choses, pas juste de l'argent. Hein? Oui, vous avez raison. Nous, les ressources qu'on cherche à ce moment-là, on dit des ressources financières, oui, des ressources humaines aussi, des gens qui vont là-bas pour apporter aussi leur expertise et aussi former les intervenants, puis aussi des ressources matérielles dont on a besoin. Et sur notre site web, les Amis de la Sainte-Camille, si vous allez sur Google, on cherche ça, c'est très facile à trouver. Il n'y en a pas 50, il y a une organisation comme ça. Vous avez raison, et puis à ce moment-là, c'est très facile de nous trouver à ce moment-là sur Google, puis d'avoir davantage d'informations et faire un don au besoin, etc. Mais je dis souvent aussi, la chose la plus importante, c'est d'en parler. Oui, absolument. De faire connaître. C'est ça. Cette situation, je regarde, horrible, quand Grégoire dit, tout simplement, tant qu'il y aura un homme ou une femme enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. C'est vrai, ça n'a pas de sens du tout que ces gens-là qui sont atteints par des maladies, qu'on ne les soigne pas. Plutôt qu'on comprend comme ces temps sont foutus. La vie est terminée pour eux. Non, merci beaucoup. Non, effectivement, merci beaucoup, M. Cyr, de nous avoir sensibilisés. Puis, bonne continuation. On se reparlera certainement avant... dans quelques années, mais pour faire un suivi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous remercie moi de même, et puis avec plaisir d'ailleurs, je reviendrai. Au revoir. Bien, au revoir. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, tu nous parles de la vie de Hélène Keller. Oui, la vie de Hélène Keller. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais vu à la télévision le film sur sa vie et ça m'avait frappé. Hélène Keller, elle est décédée en 1968. Très jeune enfant, elle avait été malade et suite à ça, elle avait perdu la vue et l'ouïe. Donc, elle était sourde, muette et aveugle. C'est assez rare quand même d'avoir tous ces handicaps ensemble. Oui. On va voir comment c'est arrivé, mais en fait, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui sont handicapées, des fois lourdement handicapées, et ces gens-là servent de motivation, je dirais, non seulement pour les autres personnes handicapées, mais pour tout le monde. Ça donne des leçons de courage, entre autres, là, avec nos petits problèmes. Des fois, exactement. Ça nous aide. Ouais. Exactement. Alors, je vais vous lire l'article écrit par M. Jacques Verne. C'était sur le site Internet Yanou. Et c'est le magazine francophone, on dit, de référence sur le handicap et les personnes handicapées. Il nous dit, Hélène Keller est née en 1880 dans une petite ville rurale en Alabama. Elle était la fille du capitaine Arthur Keller, militaire en retraite et éditeur de journaux, et de sa femme Kate. Donc, Hélène fut victime vers l'âge de 19 mois d'une maladie infantile diagnostiquée à l'époque comme ce qu'on appelait une fièvre cérébrale, mais aujourd'hui, on appellerait probablement ça la scarlatine. Et cette maladie la laissa sourde, muette et aveugle, comme je disais tantôt. Hélène décrira plus tard cette période comme un no world, ou en bon français, un non-monde. Un univers noir et silencieux, dénué de toute communication humaine. Et on pensait à l'époque que c'était la maladie l'avait rendue folle, tout simplement. Les Keller n'en perdirent pas pour autant espoir de voir la condition de leur fille s'améliorer et prirent contact avec le docteur Alexander Graham Bell, l'inventeur célèbre, mais aussi professeur pour sourds-muets. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. J'ignorais ça aussi. Oui. Qui les orienta vers la Perkins Institution for the Blind à Boston. Quand même contradictoire, professeur pour les sourds-muets, mais qui a inventé l'appareil pour parler le plus célèbre au monde. Oui. Ben, ça peut être complémentaire. Peut-être qu'il s'intéressait à pouvoir entendre n'importe quoi. Oui. Alors, le responsable de cette institution mit alors à leur disposition celle qui devait bouleverser définitivement la vie de leur fille, une femme qui s'appelait Anne Mansfield Sullivan. L'arrivée de cette Madame Sullivan chez les Keller, le 3 mars 1887, donc Hélène avait 7 ans, et Hélène Keller, elle a dit « C'était le jour le plus important dont je puisse me souvenir ». Et selon Hélène, ceci marqua le début d'un processus miraculeux qui devait conduire la jeune fille d'un état quasi sauvage au diplôme, avec félicitations du jury du prestigieux collège Radcliffe, quelques 17 ans plus tard. Donc, après, mais on peut se demander comment on fait pour apprendre une personne sourde et aveugle, comment écrire, comment on s'y prend. Et juste de la faire ressentir dans son environnement, qui elle est et qui sont alentours. Oui, parce qu'à ce moment-là, elle ne possédait aucun mot. Oui, c'est ça. Absolument rien. C'est incroyable. Hein? Alors, après beaucoup d'essais infructueux, Annie, Madame Sullivan, tout en versant de l'eau froide dans la main de son élève, épela sur la paume de cette dernière le code alphabétique Water, ou en français eau. Hélène comprit enfin que ce code nommait la chose froide qui coulait entre ses doigts. Le No World, ou le non-monde, venait de voler en éclats dès cet instant. Le soir même, Hélène avait déjà appris 30 mots. C'est un peu le début de l'éducation spécialisée, un peu son enseignement. Oui, si on veut. À la suite de cette renaissance, entre guillemets, Hélène se révéla très douée. Et elle possédait rapidement l'alphabet manuel et puis bientôt apprendre à écrire. 6 mois plus tard, elle connaissait plus de 600 mots. À l'âge de 10 ans, elle maîtrisait le braille et savait même se servir d'une machine à écrire. Donc, c'était une jeune fille très intelligente.
Ça, c'est important de le dire. Elle exprima alors son désir d'apprendre à parler, ce qui n'était pas facile. La suite appartient à l'histoire des États-Unis. Au cours des 50 années qui suivirent, Helen Keller se consacra au service de l'humanité, luttant pour les droits des femmes, des ouvriers, des minorités, et devint une sorte d'ambassadrice mondiale des faibles et des opprimés, et à ce titre surveillée par le FBI. Membre du Parti socialiste d'Amérique et d'Industrial Workers of the World, elle a fait campagne pour le socialisme, l'antimilitarisme et d'autres causes similaires. Elle prouva au monde que les personnes sourdes pouvaient apprendre à communiquer et qu'elles pouvaient survivre dans le monde. Elle enseigna aussi que les personnes sourdes étaient capables de faire des choses que seules les personnes entendantes pouvaient faire. Keller devint l'une des personnes sourdes les plus connues de l'histoire et un modèle pour beaucoup de personnes sourdes. Alors, je reviendrai plus tard sur le sujet. Je connaissais pas du tout cette personne-là, Helen Keller. C'est intéressant de suivre les autres informations plus tard à l'émission. Merci Pierre, merci Ghislain. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons notre collaborateur Carl Boulian qui nous présente la deuxième partie de son sujet, l'épuisement professionnel. À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la vie de Helen Keller. Vous entendrez aussi en chanson Cœur croisé de Polo et Pan et Pyramide de Caravane. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Bien, j'ai le plaisir de recevoir notre chroniqueur, Carl Boulian. Bonjour, Carl. Bonjour, Yvan. Bonjour. Alors, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On t'a reçu récemment pour une chronique sur le burn-out. On avait promis aux auditeurs qu'on allait faire une suite, parce qu'il y avait beaucoup de matériel sur le sujet. Ça touche beaucoup de gens. Juste pour remettre en situation, dans la dernière fois qu'on s'est rencontrés là-dessus, tu nous as donné un petit peu un tour d'horizon, en fait, des symptômes, parce que tu l'as vécu personnellement. Pourrais-tu juste nous rappeler un petit peu, grosso modo, quels étaient les symptômes, puis on va évidemment poursuivre sur le sujet, là. Oui, ben c'est ça. Au moment où j'étais en épuisement, les symptômes, c'était plus une panoplie, là, sommeil, je faisais de l'insomnie, la fatigue qui était persistante, l'appétit qui était ordinaire, concentration qui était vraiment difficile, des oublis. Les maux physiques aussi, les douleurs. Oui, il y avait des tensions musculaires beaucoup, des douleurs dans le dos. Il y avait aussi, je dirais, c'est quoi les autres choses qu'il y avait? Au niveau de la libido, c'était une affaire aussi. Là. Grosse baisse de ce côté-là. Manque d'intérêt pour les activités qu'on aimait faire. C'est ça, plus de motivation. On dirait une perte d'intérêt, plus de motivation. On s'isole. Aussi, j'étais plus irritable, plus impulsif même. Ouais. Donc, ça t'est venu l'idée de toi-même, tu t'es dit, peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu savais déjà que tu faisais peut-être un burn-out? Oui, je savais. Depuis un certain temps, je voyais venir ça. C'est sûr que j'étirais l'élastique parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben non, je vais continuer, ça va peut-être partir, ça va peut-être passer. Mais non, de plus en plus, ça s'étire et ça empire les symptômes. Fait qu'à un moment donné, tu viens que le matin, tu n'es plus capable de te lever et tu n'as plus le goût de rien faire. Fait
Donc, le mot d'ordre, c'est vraiment ça. Quand ça devient envahissant puis handicapant, dans le fond, c'est peut-être le signe. Là, puis souvent, c'est tes proches aussi qui vont plus te sonner l'alarme. Ah oui? Dans le sens que eux autres te voient y aller. Eux autres voient bien que t'es pas comme d'habitude, que même fois, tu ramènes la job à la maison. T'es moins tout, finalement. T'es moins présent d'esprit, t'es moins présent. T'es pas là. T'es moins peut-être enjoué. Il y a peut-être plus de tourments ou des choses comme ça. T'es pas patient puis tout ça. C'est ça. Donc, c'est intéressant d'en parler, en fait. Mais tu as été arrêté quelques mois, je pense, de ton travail. Je pense que c'était environ presque 3 mois. Ça s'est passé comment? Est-ce que c'était quand même... Le premier mois, ça a été vraiment un mois où je me suis reposé puis que ça a pris un certain temps là, avant que je sois capable, justement, de faire quelque chose, sortir puis faire des activités. Ouais. Ça a pris un bon mois. Là. Après le premier mois, je dirais que là, ça a commencé. Là, je voulais plus sortir. Je me donnais des tâches quotidiennes, une activité physique par jour. J'essayais d'aller dans le monde, d'aller voir le monde un petit peu. Tu sais, j'allais dans les cafés, bibliothèques. Je me donnais des endroits à aller. Tu sais, c'est comme une liste que je checkais quand je faisais quelque chose. Parce que dans le fond, c'est comme un peu réapprendre à retourner en société un peu parce que tu t'isoles tellement puis tu es tellement en retrait qu'il faut que tu réapprennes un petit peu là, à vivre au quotidien. Ça t'a été quand même quoi? Est-ce que c'est d'habitude les médecins ou les équipes soignantes vont te suggérer ce genre de choses-là? Ou c'est plus un peu... Oui, effectivement, c'est ça. Puis aussi, si t'es suivi par quelqu'un, par soit un psychologue, travailleur social, c'est des choses aussi qui vont t'amener justement à tranquillement là, à être de plus en plus actif au quotidien, puis à avoir des bonnes habitudes, puis dans le fond, pour t'amener à avoir à un moment donné, justement, à reprendre la vie normale, entre guillemets. Quelqu'un qui fait un burn-out, souvent aussi, il va des fois être un peu anxieux à l'idée de retourner au travail, parce qu'il se dit c'est un peu le travail. Souvent, c'est pas juste le travail, mais des fois, on passe tellement de temps au travail qu'on met un peu le blâme sur le travail. Comment on gère ça, le retour? Comment une personne peut gérer ça, le retour à son travail? Écoute... Ça, le retour, c'est anxiogène. C'est sûr que quand tu veux retourner au travail, tu te sens prêt, puis le médecin aussi dit je pense que tu es prêt. Il y a toujours une anxiété reliée à ça, parce que là, tu te poses des questions à savoir, je vais-tu être efficace? Je suis encore capable de faire la job? Je vais-tu faire des erreurs? Fait que t'anticipes tout le temps le pire. Là, tu dis, je vais-tu être encore capable? J'ai-tu perdu tous mes réflexes? Fait que c'est vraiment dans le minding que t'es. Là, c'est loin d'être évident. Là. Puis comment on fait pour... Parce que t'es retourné au travail. Là, comment on fait pour retourner, justement? Juste avant de retourner, j'ai comme réalisé certaines choses que je voyais pas au début. C'est pas pour rien qu'il arrive un arrêt de travail aussi. Là. J'ai réalisé vite fait que, justement, je perdais tellement de temps dans le transport. À chaque jour, minimum 3 heures que je consacrais juste au transport à chaque jour. Fait que si tu calcules ça sur 5 jours exactement, ça fait quand même pas mal d'heures. Fait que ça, c'est un gros moins. Là. Je perdais beaucoup de temps dans le transport. Il y a aussi l'environnement de travail en tant que tel. Si t'es dans un environnement qui n'est pas nécessairement sain, parce qu'il y a tout le temps du bruit, il y a des téléphones qui sonnent, dépendamment de chaque personne, il y a ça qui est un moins aussi dans mon cas. Ça m'a aussi peut-être appris aussi à être plus à l'écoute de mes limites aussi, de qui j'étais. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Puis on a tous des limites. On a l'impression qu'on n'en a pas. Puis des fois, on le découvre un peu à la dure, mais effectivement, on a des limites. Puis c'est normal, là. Oui, exactement. Puis il faut apprendre à les connaître puis les respecter par après aussi. Puis aussi d'être un papa et un conjoint présent, autant physiquement que mentalement. Ça ressortit beaucoup. Là. C'est quelque chose que maintenant, je dois faire attention à ce côté-là. Dans le fond, j'avais 3 options. T'sais. J'avais un plan A, un plan B puis un plan C. Le plan A, c'était si j'y retourne au travail, est-ce que je peux changer des choses en lien avec mon environnement de travail? Est-ce que je peux un peu diminuer les heures? C'est peut-être des choses qu'il faut regarder. Ça, c'est le plan A. Mettons le plan B, c'est je peux changer de travail. J'ai regardé les autres emplois dans le même domaine. Qu'est-ce que je pourrais... Y a-t-il des places qui seraient moins loin en termes de transport, des environnements qui seraient meilleurs? Ça, c'est une autre option. Ça serait le plan B. Puis le plan C, c'est peut-être à regarder c'est quoi les autres possibilités dans d'autres métiers. Si jamais ce que je fais... ça m'apporte plus de valorisation, puis j'ai plus la fibre pour l'emploi ou pour le métier que je fais. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est quoi mes compétences? T'sais, c'est peut-être d'aller voir à ce moment-là peut-être un orienteur ou quelqu'un qui s'y connaît au niveau de l'emploi. T'sais. Même à tout âge, c'est pas juste quand on est étudiant au secondaire qu'on va voir un orienteur. Ça peut être à 25 ou à 50 ans, là, c'est ça. Là. Puis même aujourd'hui, je dirais que les gens qui
on le voit un peu partout. Là, les gens qui vont faire 40 ans, 30 ans à la même place, il n'y en a plus tant que ça. Plutôt rare. Ouais, c'est plus comme avant. On va avoir une coupe de carrière dans notre vie. Les montres en or, il n'y en aura plus. Là. Non, c'est ça. Étant donné que tu étais bon en acting, peut-être que toi, finalement... peut-être, je pourrais faire ça. Après, à la radio, on sait exact, jamais. ben oui. On n'est pas très loin. Ouais. Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de chiffres impressionnants. Je ne sais pas si le burn-out et l'épuisement, évidemment, ça, je pense que ça, comme tu en mentionnais dans la première chronique, en fait, ça affecte beaucoup les compagnies, beaucoup de pertes d'argent, tout ça, mais je pense qu'il y a des chiffres intéressants à connaître sur le sujet. Oui, ben écoute, j'ai ressorti un petit peu de chiffres. Donc, on dit qu'il y a 20% des travailleurs canadiens qui souffrent d'une maladie reliée au stress en milieu de travail. 20%, ce qui est quand même 1 sur 5, là. On dit aussi que les coûts en invalidité, ça représente entre 4 et 12% de tous les coûts en salaire au Canada. Ce qui est quand même énorme. C'est énorme, effectivement. Puis comme je disais aussi dans l'émission précédente, au niveau des problèmes en santé mentale, ça représente 14% des profits annuels nets. Ce qui équivaut à peu près à 16 milliards par année là, au niveau des compagnies au Canada. Oui, on a parlé de burn-out et épuisement professionnel, mais on ne l'a pas vraiment décrit. Tu sais, des fois, tu dis, on a dit ça, mais comment on peut le décrire de façon simple? Est-ce que tu peux nous... Ben, dans le fond, c'est de façon simple. Je dirais que c'est se donner sans compter. C'est la peur, des fois aussi, peut-être de décevoir en quelque part. Tu te donnes tellement parce que tu as peur qu'on te dise que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne seras pas... c'est un côté perfectionniste aussi, un côté qu'on se donne sans compter, puis on veut performer, on veut se donner, mais c'est ça, c'est on n'est pas capable de s'arrêter quand c'est le temps finalement. Ouais. Dans le fond, c'est un peu le syndrome de la personne qui est hyper productive un peu. Oui. Puis les causes, tu sais, si on dit, là, tu en as parlé tantôt un peu, il y a des irritants, tout ça, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que, mettons, le travail, c'est la cause principale ou est-ce qu'il y a d'autres causes au niveau de ce qui cause en fait le burn-out? Ben c'est sûr, c'est un ensemble, en général, c'est un ensemble de choses. Oui, il peut y avoir le travail, mais si tu additionnes ça avec d'autres facteurs, mettons dans ta vie personnelle, ça vient tout s'additionner, dans le sens que si au travail, c'est 50-60% de la problématique du problème, mais tu as un autre 40% qui est, bon, comme je disais, moi, c'était le transport, il y a aussi la vie familiale, à quelque part, quand tu as des jeunes enfants, dans mon cas, un jeune d'1 an va se réveiller une couple de fois durant la nuit. Ça, c'est de l'énergie. Puis à 6 h le matin, ils sont levés, même si tu es couché à minuit, 1 heure, ils vont être debout à 6 h du matin, fait que le côté sommeil est quand même difficile de ce côté-là. Puis dépendamment aussi, dans mon cas, moi, nos parents habitent loin, on n'a pas beaucoup de répit, fait qu'on n'avait pas beaucoup de répit de ce côté-là non plus. Fait que souvent c'est précieux, on le réalise pas, mais les grands-parents, c'est très précieux pour donner un coup de main. Ben oui, c'est ça. Fait que quand t'as pas cette option-là, c'est un autre... Puis c'est drôle parce que tu nous amènes quand même des choses qui sont réglables. Tu parlais de transport, quand on perd beaucoup de temps, puis c'est de plus en plus vrai, là, les gens passent tellement de temps dans le transport, que ce soit leur voiture ou autre, mais il y a des choses qu'on peut remédier, puis changer de travail, des fois peut-être se rapprocher. Puis il y a des domaines plus que d'autres qui offrent maintenant de plus en plus du télétravail. Oui, aussi. C'est une possibilité de certaines compagnies. Il y a des domaines que non, là, mais il y a certains domaines que c'est même de plus en plus vont vers le télétravail parce qu'ils savent très bien que un employé que 3 heures par jour va venir ici, ben c'est assez précieux de faire du télétravail. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut chercher, normalement, il y a probablement plein d'écrits qui se font, que ce soit des livres, que ce soit des sites Internet. Tu t'es fié un peu à quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais où est-ce qu'on peut trouver de l'information pour en savoir plus sur le burn-out? C'est sûr que, on peut faire on peut aller sur Internet. Il y a quand même des très bons sites par Passeport Santé, des sites qui sont assez reconnus, qui expliquent bien vraiment c'est quoi le burn-out, c'est quoi les symptômes de l'épuisement, c'est quoi aussi les pistes de solutions et tout ça. Il y a aussi la bonne vieille bibliothèque. Moi, je trouve ça le fun parce que, ça te fait sortir, tu t'en vas à la bibliothèque, tu fais des recherches toi-même, tu sors 2-3 livres, puis ça se fait bien. Fait. Ça existe encore des livres. Oui, ça existe encore, oui. Malgré tout l'électronique, ça reste intéressant de tenir un livre et de fouiller un peu. Hein? Oui, effectivement. Puis c'est sûr que suivi aussi le regard extérieur d'une personne qui
est externe au problème, tu apprends quand même pas mal sur toi. Dans le fond, c'est un miroir qu'elle te renvoie. Fait que ça, c'est un autre moyen d'apprentissage. Oui, c'est intéressant. Il reste peut-être une minute, Carl. Donc, en terminant, ta conclusion, tu pourrais nous dire, c'est ça. Dans le fond, ça va en grandissant, burn-out. On essaye que ça ne soit pas le cas, mais je pense qu'on s'en va vers ça. Mais faut pas avoir peur nécessairement parce qu'on s'en sort. Ça, c'est sûr, on s'en sort. Ça peut être plus long pour certains, moins long pour d'autres, mais tu sais, tout le monde s'en sort. Puis je pense qu'après ça, justement, on en sort grandi aussi. Bon, fait qu'on fait des changements en conséquence. Puis quand on a tombé une fois, on a tendance à respecter autant que possible ce qu'on a réalisé là, suite à la chute qu'on a eue. Oui, on rappelle que si les gens ne savent pas trop puis s'ils ne sont pas sûrs qu'ils ont des problèmes, ils peuvent appeler le 811 par le téléphone, service 24 heures, qui est un info santé, donc qui va peut-être, à ce moment-là, ça doit être une personne, c'est une infirmière, un infirmier. Info santé, c'est une infirmière, puis il y a l'option 2, je pense, qui est info sociale. À ce moment-là, c'est un travailleur social qui va répondre à vos questions 24 heures sur 24. C'est pas si connu, ce service-là, mais c'est un service gratuit, accessible par téléphone, facile. Exactement, facile. Il n'y a pas beaucoup d'attente. Tu es dans ton salon, puis écoute... Avant même de se déplacer, peut-être des fois, on peut avoir des conseils. Est-ce que c'est bien ça? Puis si c'est ça, ils vont peut-être nous dire, allez voir, je sais pas moi, un médecin dans une clinique, ou aller voir. Ils vont évaluer rapidement la situation, puis ils vont orienter vers le bon service à ce moment-là. Merci beaucoup pour cette chronique, Carl. Ça fait plaisir. C'est intéressant, puis on se revoit à une prochaine à Folie douce. Oui, ça va faire plaisir. Merci. Au revoir. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. De retour au micro avec le sujet entamé plus tôt à l'espresso allongé cette fois-ci, la vie de Helen Keller. Pierre, c'est très intéressant, un personnage connu, pas mal connu, moi je la connaissais pas, mais effectivement, c'est quelqu'un d'important. Vie très particulière, la différence que la plupart des gens, quand ils sont sourds et muets, ils ont quand même le pouvoir visuel, d'acuité visuelle. Ouais. Elle avait aucun, ce qu'on appelle les sens de base. Ouais. C'était, en fait, probablement qu'elle pouvait parler, mais vu qu'elle n'entendait rien, elle n'était pas capable de reproduire des mots. Est-ce que dans tes recherches, tu vas peut-être le mentionner, je ne vais pas te devancer, mais est-ce qu'on lui a déjà posé la question si elle se sentait heureuse ou si elle était, comment qu'elle était? Parce que, tu sais, d'avoir tous ces handicaps-là, tu vas peut-être... Oui, c'était une femme... qui a eu une vie heureuse finalement. Tu vas voir un peu plus loin. Okay. Mais elle avait d'abord, elle a été célèbre à son époque. Et elle semblait une femme assez elle en avait conscience aussi qu'elle était célèbre. Oui, elle était chanceuse même. Tu vas voir, je vais y revenir. C'est devenu un cas de recherche très connu aussi dans l'éducation des enfants sourds, muets. Oui, mais spécialisée. Elle a laissé sa trace, tu vas voir. Mais je parlais un peu plus tôt du film qui a été fait sur sa vie. C'est le film en anglais s'appelait The Miracle Worker et en français ça s'appelle Miracle en Alabama et ça avait été porté à l'écran par M. Arthur Penn en 1962 et Anne Bancroft, c'est elle qui jouait le rôle de Mme Sullivan. Et elle avait gagné le titre de meilleure actrice en cette année, en 1963. Et Patty Duke, qui jouait le rôle de Helen Keller, avait été choisie pour le meilleur second rôle féminin. Oui, Anne Bancroft, célèbre aussi pour avoir joué Mme Robinson. Oui, Mrs. Robinson, effectivement. Exactement, oui. Alors, je continue cet article écrit par M. Jacques Verne. Il nous dit que, encore étudiante, Mme Keller commença une carrière d'écrivain qui dura toute sa vie. Son ouvrage le plus célèbre en anglais, The Story of My Life, ou L'histoire de ma vie, qui est disponible en français sous le titre Sourde, muette et aveugle, a été traduit en plus de 50 langues. Mais on lui doit également une dizaine d'autres ouvrages ainsi que de nombreux articles pour la presse. Organisation non gouvernementale avant l'heure, à elle seule, elle a reçu de nombreuses distinctions internationales, parmi lesquelles la Légion d'honneur en 1952 à l'occasion des commémorations du centenaire de Louis Braille. La célébrité ne lui fit jamais oublier ses frères et sœurs sourds et aveugles. La Fondation américaine pour les aveugles fut établie avec son aide dès 1921 et elle œuvra à son fonctionnement, mais aussi à celui d'autres fondations dans le monde jusqu'à sa mort. Juste souligner, Pierre, qu'à Washington, D.C., il y a une université, donc tous les étudiants sont uniquement sourds. C'est ce qu'on appelle, ça s'appelle Gallaudet University. Moi, j'ai des réserves, je veux dire que des gens se tiennent dans une communauté, mais c'est quand même... Peut-être c'est mieux adapté à ce moment-là, c'est ça, tout le monde mais en même conscient. temps, c'est peut-être le fun que les gens se mélangent ensemble. Moi, je suis pour la mixité, que les gens se rencontrent, là, mais ça, c'est... mais c'est peut-être plus facile
Si on a adapté tous les services, c'est ça, exactement. Effectivement. Alors, je continue. La dernière apparition publique d'Helen Keller date de 1961 à Washington, lorsqu'elle a reçu le Lions Club Humanitarian Award. À cette occasion, alors qu'elle sortait d'une entrevue avec le président John Kennedy à la Maison-Blanche, elle déclara ne pas se souvenir du nombre de présidents qu'elle avait rencontrés au cours de sa carrière. Imaginez. C'est donc dire qu'elle en avait rencontré plusieurs. Elle mourut le 1er juin 1968, peu de temps avant son 88e anniversaire. Sujet en France et ailleurs de nombreuses plaisanteries d'un goût plus ou moins douteux, Helen Keller continue toujours d'inspirer l'action d'œuvres humanitaires, parmi lesquelles on peut citer notamment le Helen Keller Center for the Deaf, Blind, Youth and Adults, donc en français le Centre pour aveugles, sourds, jeunes et adultes. Il y a aussi la Helen Keller Foundation et l'organisation non gouvernementale Helen Keller International. Donc, elle a vraiment laissé sa trace. Mais pourquoi on se moquait un peu de... C'était quand même... on ne le dit pas dans l'article. C'est méchant. Oui, mais les gens sont parfois méchants. Ouais. Mais on n'en parle pas dans l'article. Ouais. Et je vais terminer par un discours historique de Helen Keller à la Convention internationale des Lions Club en 1925. Ceci a marqué le début d'une ère d'œuvre sociale et de soutien pour la préservation de la vue qui devait devenir pour des décennies la carte d'identité des Lions. Son discours allait comme ceci. Donc, 30 juin 1925. Elle disait « Cher Lion et Lionne, je suppose que vous connaissez cette légende qui décrit la chance comme une jeune femme capricieuse ne frappant à chaque porte qu'une seule fois. Si la porte tarde à s'ouvrir, la jeune femme passe son chemin pour ne jamais revenir. C'est ainsi. Les femmes les plus charmantes n'attendent pas. Vous devez agir vite pour ne pas les laisser filer. Je suis votre chance. Je frappe à votre porte. Je veux être adopté. La légende n'explique pas ce que vous devez faire si plusieurs belles occasions se présentent à la même porte. J'imagine que vous devez choisir celle qui vous plaît le plus. J'espère que vous allez m'adopter. Je suis la plus jeune ici. Elle avait 45 ans quand même. Et ce que j'ai à vous offrir regorge d'occasions de vous illustrer par vos actions. La Fondation américaine pour les aveugles n'a que 4 ans d'existence. Elle a été créée en réponse aux besoins urgents des aveugles, qui en sont eux-mêmes des instigateurs. Sa portée et son importance sont nationales et internationales. Elle incarne les pensées les plus généreuses et les plus éclairées que nous ayons jamais inspirées. Sa mission est de valoriser les personnes aveugles dans nos sociétés en leur apportant une nouvelle valeur économique et en leur offrant la satisfaction d'une activité normale. Essayez d'imaginer ce que vous éprouveriez si vous étiez soudainement frappé de cécité. Imaginez-vous trébuchant et tâtonnant à midi comme si c'était la nuit. Votre travail et votre indépendance perdus. Dans ces ténèbres, ne seriez-vous pas heureux qu'un ami vous prenne par la main en vous disant « Viens avec moi et je t'apprendrai à faire certaines choses que tu avais l'habitude de faire quand tu pouvais voir. » C'est précisément le genre d'amis que la Fondation américaine deviendra pour tous les aveugles de ce pays, si les personnes voyantes lui apportent le soutien dont elle a besoin. Le discours se continue plus, mais je dois m'arrêter ici, mais vous pouvez le retrouver sur l'article de M. Jacques Verne. Oui, en cherchant Helen Keller, oui. Jacques Verne sur l'article. Merci beaucoup, Pierre. C'est intéressant de nous avoir fait découvrir ce personnage. Merci, Ghislain. Merci. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer ce rendez-vous de Folie douce. Ghislain Malo, on a pu entendre en chanson cette semaine à l'émission, en début, Les Moissons. De Radio Elvis. On a pu entendre Danse. De Rookie Rook. En deuxième demi, Cœur croisé. De Polo et Pan. Et à l'instant, Pyramide. Du groupe Caravane. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci. Merci pour ta participation au micro ainsi que la recherche. Plaisir. Merci Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que tes blocs Espresso. Tu nous as parlé de la vie assez spectaculaire de Helen Keller. Ça m'intéresse d'en savoir plus. Ça m'a vraiment donné le goût. Je ne la connaissais pas, mais je trouve ça vraiment intéressant. Une personne courageuse. Notre invité en début d'émission, Jean-Paul Cyr, nous a parlé des Amis de la Sainte-Camille.
On avait aussi notre collaborateur Carl Boulian qui a fait qui nous a présenté la deuxième partie de sa chronique sur l'épuisement professionnel, le burn-out. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop